Et si votre star de télévision préférée était secrètement nommée sur une police d'assurance vie liée à un homme décédé dans des circonstances mystérieuses? Rick Harrison, le visage familier derrière Jeep et Étoile, fait désormais l'objet d'une enquête fédérale après avoir été désigné comme l'unique bénéficiaire d'une police d'assurance vie cachée souscrite au nom de Frank Fritz quelques mois seulement avant son décès inattendu. Les autorités posent la question que personne n'ose poser à haute voix. La mort de Frank était-elle réellement due à des causes naturelles ou était-elle préméditée? Ce soir, nous dévoilons les différentes strates de cette affaire explosive, des documents falsifiés, des empreintes digitales, des ordonnances manquantes et un message vocal de Frank lui-même qui pourrait tout changer. Reste avec nous. Cette histoire est plus grande que l'argent. Il s'agit de trahison, de pouvoir et du côté obscur de la célébrité. Avant de continuer, aimez, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des mises à jour. Tout a commencé comme un simple titre de plus. Un de ces gros titres sensationnels qui disparaissent en 24 heures. Mais celui-ci n'a pas disparu. Au lieu de cela, il s'est propagé comme un virus à travers les forums, les gros titres de l'actualité, les vignettes YouTube et les conversations chuchotées dans les cercles de collectionneurs en ligne. Le titre disait « Rick Harrison, nommé dans une enquête fédérale sur la mort de Frank Fritz ». Pour les fans de EPA et Étoile et cueilleurs EPA et Pirin, le titre était plus que choquant. C'était impensable. Ce qui a suivi a été une cascade de rumeurs, de documents divulgués, de sources non confirmées et d'une curieuse trace écrite qui semblait indiquer une possibilité inquiétante. La mort de Frank Fritz n'était peut-être pas naturelle, et Rick Harrison en sait peut-être plus qu'il ne l'admet. Mais n'allons pas trop loin. Commençons par le jour où tout a commencé à s'effondrer. C'était un lundi matin froid de janvier lorsqu'un journaliste indépendant de Des Moines a reçu un email anonyme. La ligne d'objet disait simplement « Vérifier la politique de Frank ». S'y jointes se trouvaient des images numérisées de ce qui semblait être une police d'assurance vie récemment activée qui désignait Rick Harrison comme unique bénéficiaire. La police d'assurance datait de 5 mois seulement avant que Frank Fritz ne subisse un effondrement médical soudain et mortel. Le paiement, 2 millions de dollars. La prime, payée annuellement pour un compte non divulgué dans le cadre d'une fiducie liée à une LLC basée au Nevada. Le bénéficiaire, Rick. À première vue, on aurait pu considérer cela comme une coïncidence. Une tragique coïncidence. Des amis aidant des amis. Un geste de bonne volonté. Mais ce qui a fait réfléchir le journaliste et qui a alerté les autorités fédérales était le fait que Frank n'avait jamais mentionné publiquement une telle politique, ni indiqué que Rick était son tuteur financier, son partenaire commercial ou sa personne à charge. En fait, il ne s'était pas parlé depuis plus d'1 an. Ce détail à lui seul n'éveillerait pas les soupçons. À moins que vous connaissiez déjà la suite. La mort de Frank Fritz n'était pas propre. Selon les notes du coroner et les dossiers médicaux obtenus plus tard par les enquêteurs, Frank a été retrouvé inconscient sur le sol de sa maison dans l'Iowa le 14 juillet 2024. Il a été initialement jugé qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral. Les ambulanciers n'ont signalé aucun signe de traumatisme externe. Il n'y a eu aucune effraction ni effraction, rien de particulièrement suspect. Mais plusieurs choses ne collaient pas. D'une part, Frank avait retrouvé une mobilité significative dans les mois précédant l'événement. Il avait même prévu une réunion privée avec des amis proches pour le week-end suivant. Il travaillait sur un livre qui, selon les initiés, contenait des récits explosifs derrière des dizaines d'incidents survenus pendant son séjour avec Rick à l'école. Cueilleurs Fepin, y compris des manipulations financières et des trahisons présumées. Et puis il y a eu les médicaments. Les dossiers de prescription montraient qu'il prenait une certaine dose d'anticoagulants depuis des années. Mais le rapport toxicologique a révélé un niveau suspect de drogue dans son sang au moment de son décès, suffisamment pour déclencher une hémorragie cérébrale massive. Cela a conduit à une seule question obsédante murmurée dans les bureaux du FBI à Chicago, était-ce un accident ou un coup monté? Pour comprendre la gravité de cette affaire, nous devons prendre du recul et explorer la relation complexe entre deux des visages les plus reconnaissables de la télé-réalité. Rick Harrison et Frank Fritz n'étaient pas de simples connaissances. Leurs chemins se sont souvent croisés dans le monde fermé du commerce d'antiquités, des ventes aux enchères d'objets de collection et des réseaux de marchands clandestins. Même si leurs programmes étaient diffusés sur différents réseaux et présentaient différents formats, Maître des Étoiles se concentrait sur les offres en magasin, et Cueilleurs Fétaux à montrant des chasses au trésor en bord de route où il y avait un chevauchement indéniable dans leur cercle. Ils ont partagé des informations, noué des contacts et sont apparus à plusieurs reprises aux mêmes conventions et festivals antiques.
Mais tout a changé après le départ de Frank du fœtus au cueilleur Mario et sa rumeur de rupture avec le réseau et sa co-star Mike Wolf. Le départ de Frank fut calme au début. Un permis médical, dit la presse. Une pause personnelle. Mais des rumeurs ont rapidement fait surface selon lesquelles il avait été expulsé. Des sources internes ont évoqué d'âpres menaces juridiques, notamment un accord de confidentialité qu'il avait signé sous la contrainte. Et malgré tout cela, Rick est resté publiquement silencieux. Mais c'est là qu'il fait noir. Après la mort de Frank, ce même expéditeur anonyme a commencé à envoyer davantage d'informations aux journalistes, et finalement aux agents fédéraux. Fuite de relevés bancaires, de transcriptions de virements financiers et d'un message vocal particulièrement inquiétant qui aurait été laissé par Frank à un ancien confident quelques jours avant sa mort. Dans l'enregistrement, Frank, ému et à la voix cassée, dit « Si quelque chose m'arrive, ne fais pas confiance à Rick. Il le sait toujours. » Cela ne constitue pas à lui seul une preuve de culpabilité. Les soupçons ne sont pas synonymes de meurtre. Mais pour les enquêteurs fédéraux formés à rechercher des mobiles, des moyens et des opportunités, l'affaire contre Rick Harrison venait de faire son premier véritable pas en territoire criminel. Le motif, 2 millions de dollars et un éventuel contrôle d'une marque mise à mal par le scandale. Les médias. Accès à Frank. Connaissance de ses médicaments. Et des liens dans la communauté médicale et financière grâce à des années de richesse télévisuelle. L'occasion, un long et froid silence entre les deux hommes qui n'a laissé personne pour vérifier l'implication de Rick jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au fil des jours, de nouvelles questions se sont posées. Pourquoi Rick Harrison a-t-il été nommé bénéficiaire d'une police d'assurance dont la plupart des proches de Frank ignoraient l'existence? Pourquoi la politique a-t-elle été initiée par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance étrangère ayant des liens avec une société écran du Nevada? Pourquoi Rick a-t-il liquidé l'un de ses comptes de placement personnel 3 semaines seulement avant la mort de Frank? Et peut-être la question la plus importante de toutes, pourquoi Rick Harrison a-t-il commencé à chercher des avocats 2 mois plus tôt? La politique a-t-elle même été activée? Il ne s'agit pas simplement d'un autre scandale de célébrité. C'est une histoire qui nous oblige à affronter les frontières floues entre la télé-réalité et la vraie vie. Entre divertissement et exploitation. Entre amitié et trahison. Cette enquête a ouvert la boîte de Pandore non seulement pour Rick Harrison, mais aussi pour le monde plus large des accords de télé-réalité, des contrats parallèles, des fiducies introuvables et de ce qui se passe lorsqu'une personne célèbre décède dans des circonstances douteuses. Des sources affirment que des agents fédéraux ont déjà assigné à comparaître des sociétés de production, des banques et des cliniques privées liées à l'affaire. Si Rick Harrison cache quelque chose, il prévoit de le découvrir. Et s'il est innocent, alors le système qui a permis à une police d'assurance vie douteuse de passer inaperçue doit être examiné de près. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, les téléspectateurs du monde entier se demandent qui était le véritable Rick Harrison. L'intelligent gourou des prêteurs sur gage que l'Amérique pensait connaître, ou quelqu'un capable d'orchestrer l'une des trahisons les plus calculées de l'histoire de la télé-réalité. Plus on avance, plus l'histoire devient dérangeante. Il ne s'agit pas seulement d'un testament. Il s'agit d'un héritage. Une dissimulation. Une traînée d'empreintes digitales et d'avertissements murmurés qui semblent dresser le portrait d'un homme qui aurait pu souhaiter plus qu'une émission de télévision ou une amitié. Un homme qui aurait pu vouloir un contrôle total, à tout prix. Quant à Frank, il est peut-être parti, mais sa voix, à la fois métaphorique et littérale, commence à se faire entendre plus fort que jamais. Cette enquête est loin d'être terminée. En fait, cela ne fait que commencer. Avant les gros titres, avant les ambulances, avant les funérailles silencieuses dans l'Iowa qui attiraient à la fois des fans en deuil et des journalistes silencieux, il n'y avait que Frank Fritz, un homme barbu du Midwest au visage jeune, avec un faible pour les motos rouillées et l'Americana oubliée. Pour des millions de personnes, il était le cœur de cueilleurs de bêches américaines, l'homme ordinaire qui a rappelé aux téléspectateurs que les trésors enfouis n'étaient pas réservés aux musées, mais pouvaient être trouvés dans des granges poussiéreuses, des garages abandonnés et des décharges en bordure de route. Frank n'était pas seulement une personnalité de la télévision. C'était un homme façonné par des décennies de travail acharné, de chagrin, de problèmes de santé et de résilience. Et pour vraiment comprendre comment il est arrivé ici, comment son nom pourrait désormais faire partie d'une enquête fédérale pour meurtre impliquant Rick Harrison, nous devons revenir là où tout a commencé. Frank Fritz est né le 11 octobre 1965 à Davenport, Iowa. Élevé par des parents de la classe ouvrière, Frank était un enfant unique et quelque peu solitaire. Mais tandis que d'autres enfants recherchaient l'attention dans le sport ou la musique,
Frank trouvait la magie dans les êtres abandonnés et mis au rebut. Alors que la plupart des enfants de son âge réclamaient le dernier jouet, Frank fouillait dans les marchés aux puces et les ventes d'antiquités, fasciné par les outils, les pièces de monnaie, les panneaux et les machines qui avaient connu des décennies meilleures. Ce n'était pas motivé par l'argent ou le prestige. Cela a été motivé par l'histoire. Chaque objet, chaque panneau rouillé ou boîte à lunch usée contenait une vie, un secret, et Frank était déterminé à l'écouter. Bien avant que la télévision ne le découvre, Frank travaillait comme inspecteur de la sécurité incendie. Ce travail, bien que noble, n'a jamais satisfait sa plus profonde obsession de collectionner. Au début de la vingtaine, son garage était déjà plein. Finalement, Frank a franchi le pas, quittant son emploi pour se lancer à plein temps dans le commerce d'antiquités, une décision audacieuse que peu de gens comprenaient à l'époque. C'était un pari, et pendant un moment, cela n'a pas porté ses fruits. Il vivait avec des moyens modestes, conduisant de ville en ville, gagnant à peine assez pour survivre. Mais il était implacable et bon dans ce qu'il faisait. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. En 2009, la chaîne History Channel a lancé Cueilleurs américains. L'idée était simple, deux garçons traversant le pays en voiture, fouillant dans les granges et les hangars, découvrant des joyaux oubliés de l'histoire américaine. C'était très différent des drames scénarisés qui dominaient la télévision par câble. Cela semblait réel mais ça l'était. Frank, avec son ami de longue date et co-animateur Mike Wolf, est devenu un succès instantané. L'alchimie était indéniable. Mike, le bavard ambitieux, et Frank, le contrepoids plus calme et plus délibéré qui a gardé les choses sur terre. En quelques semaines, les téléspectateurs sont devenus accros. Mais plus que Mike, c'est Frank qui a conquis les cœurs. C'était le gars avec qui tu voulais prendre une bière. Il n'essayait d'impressionner personne. Il aimait ce qu'il faisait et respectait les gens qu'il rencontrait en cours de route. Qu'il s'agisse d'un vétéran de 80 ans possédant une collection de casques de la Seconde Guerre mondiale ou d'un agriculteur solitaire possédant des pièces de tracteurs antiques, Frank les traitait tous avec la même gentillesse et la même curiosité. Cependant, dans les coulisses, la pression de la célébrité a commencé à s'accumuler. Comme Cueilleurs américains, les audiences ont augmenté, tout comme les attentes. De longues journées d'enregistrement, des voyages interminables et des apparitions publiques ont commencé à faire des ravages. Frank a également commencé à avoir des problèmes de santé. En 2013, il a été révélé qu'il souffrait de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du tract gastro-intestinal. Cela expliquait les fluctuations de poids remarquées par les fans, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Le stress, les mouvements constants et les tensions internes entre les acteurs et l'équipe ont commencé à épuiser Frank d'une manière que peu de gens pouvaient voir. Puis sont venues les rumeurs, les désaccords et la frustration à l'égard du réseau et des fissures dans sa relation avec Mike Wolf sont apparus. Selon des initiés, Frank en avait assez d'être mis à l'écart des décisions créatives. Il pensait qu'il était édité pour paraître plus comique que sérieux et estimait que ses contributions à la série étaient sous-estimées. Ce qui a commencé comme de petites plaintes s'est transformé en ressentiment plus important. Le point de rupture est arrivé silencieusement. En 2020, Frank a pris un congé de maladie. Il souffrait d'une opération au dos, d'une convalescence personnelle et avait besoin de s'absenter. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, le récit changeait. Il ne faisait plus partie du matériel promotionnel. Mike est apparu seul. Les fans ont commencé à se demander « Où est Frank ?» Le réseau a proposé des réponses vagues. Puis, en 2021, il a été confirmé que Frank ne reviendrait pas. Mike a publié une déclaration souhaitant le meilleur à Frank, mais dans les coulisses, la rupture était tout sauf amicale. Frank a ensuite donné des interviews suggérant qu'il avait été ignoré à la fois par la série et par son ami de longue date. Il était blessé et amer. Pourtant, Frank a essayé de trouver sa place à l'écart des projecteurs médiatiques. Il s'est retiré de la vie publique, se concentrant sur sa guérison et son commerce d'antiquités. Ses amis disent qu'il avait de grands projets. Il travaillait sur un livre révélateur, documentant non seulement son passage dans la série, mais aussi la politique interne, les trahisons contractuelles et les manœuvres financières que les fans n'ont jamais vues à l'écran. Il voulait se réapproprier son récit, rappeler aux gens qui il était réellement. Il n'en a jamais eu l'occasion. En juillet 2024, Frank a été retrouvé inconscient à son domicile. Le rapport initial disait qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral. Il a été transporté à l'hôpital mais n'a jamais repris pleinement conscience. Quelques jours plus tard, il est décédé tranquillement,
seul un petit cercle d'amis et de famille étant au courant des circonstances. Pour les fans, ce fut un choc. Pour ses proches, c'était dévastateur. Mais pour les enquêteurs, c'était le début de quelque chose de bien plus inquiétant. Presque immédiatement après son décès, des rumeurs ont commencé à faire surface. Une infirmière d'une petite ville a affirmé que Frank avait été inhabituellement paranoïaque au cours de ces dernières semaines. L'une de ses ex-petites amies a déclaré à un journaliste que Frank avait reçu des appels étranges de quelqu'un en qui il avait confiance. Et puis vint la révélation de l'assurance vie. Frank n'était pas riche au sens traditionnel du terme. Bien que Cueilleurs américain a été un succès, la plupart de l'argent est allé aux producteurs, aux réseaux et aux talents haut de gamme. Frank vivait modestement, possédait une petite maison et n'était pas connu pour ses achats extravagants. Mais ce qui a éveillé les soupçons, c'est la découverte d'une police d'assurance vie d'une valeur de plusieurs millions, souscrite des mois avant son décès. Et la seule personne répertoriée comme bénéficiaire ? Rick Harrison. L'homme qui a joué dans Étoiles de Pion. Un collègue antiquaire. Un homme d'affaires sans relation étroite confirmé publiquement avec Frank ces dernières années. Un homme riche, célèbre et maintenant, des questions tournent autour de lui. Il n'y avait aucune trace de Frank et Rick travaillant officiellement ensemble. Il n'y avait aucune coentreprise connue. Aucun lien familial. Alors pourquoi, dans les derniers mois de sa vie, Frank aurait-il désigné Rick Harrison comme bénéficiaire de sa mort? C'est ce que les enquêteurs tentent de comprendre, et c'est pourquoi cette affaire a pris une tournure radicale de tragique à effrayante. Frank a-t-il été manipulé pour qu'il signe quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement? A-t-il été contraint, menacé ou trompé dans un moment de vulnérabilité? Ou est-ce que quelqu'un a complètement falsifié les documents? Pour les fans de Frank Fritz, ces questions sont presque trop douloureuses à poser. Il était le visage souriant d'une grange remplie de reliques oubliées et non un pion dans le jeu mortel de quelqu'un d'autre. Mais pour les autorités concernées, elles doivent le demander. Ils doivent enquêter. Parce que quelqu'un aurait pu voir cela venir. Et ils sont restés silencieux. Frank Fritz n'était pas parfait. Il a eu des problèmes de dépendance, de santé et de confiance en soi. Mais il était aimé. Il comptait. Et s'il s'agissait d'un acte criminel, découvrir la vérité n'est pas seulement une question de justice, il s'agit également de restaurer la dignité d'un homme qui a passé sa vie à courir après des histoires. Seulement maintenant, sa propre histoire est celle qui compte le plus. Pour comprendre la gravité des soupçons entourant Rick Harrison, vous devez d'abord comprendre qui est Rick ou du moins qui il a toujours semblé être. Pendant des décennies, Rick a été le visage de ce que beaucoup considéraient comme une entreprise américaine saine et locale. Son empire ne venait pas du pétrole, de la politique ou de la haute finance. Cela venait de la ferraille. Des bibelots. Des reliques du passé que d'autres pourraient ignorer. Mais tandis que l'homme devant la caméra plaisantait et donnait des cours d'histoire derrière le comptoir de son prêteur sur gage de Las Vegas, dans les coulisses, une version beaucoup plus complexe, calculatrice et peut-être plus sombre de Rick Harrison dirigeait peut-être la vedette. L'ascension de Rick n'était pas un hasard. Né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, Richard Kevin Harrison a été élevé par Richard Benjamin Harrison, un vétéran de la marine qui deviendra plus tard sa co-star. La famille a déménagé à San Diego avant de s'installer à Las Vegas. C'est là que le parcours entrepreneurial de Rick a pris forme. Bien avant les lumières de la télévision, il vendait des sacs Gucci contrefaits depuis le coffre d'une voiture. Il était astucieux, persuasif et toujours en avance sur le marché. En 1989, Rick et son père ont ouvert le Gold et Silver Pawn Shop. Cela a commencé comme la plupart des prêteurs sur gage, de petites transactions, des habitants ayant besoin d'argent rapidement, des objets rares occasionnels franchissant la porte. Mais Rick avait de plus grands projets. Il avait un sens aigu de ce que les gens voulaient, des histoires, de la nostalgie et le sentiment de remonter le temps. Il a commencé à transformer le magasin en une destination touristique, en soignant son esthétique et en commercialisant sa personnalité. Au début des années 2000, Rick lançait l'idée d'une émission de télé-réalité. Après des années de refus, History Channel a finalement accepté. En 2009, Étoiles de Pion a été créé et Rick Harrison est devenu un nom connu. Dès le début, le programme a été un succès. C'était différent, éducatif, divertissant et addictif. Rick, avec sa tête chauve, sa voix rauque et sa prestation directe, était immédiatement reconnaissable. Il était le ciment qui maintenait le programme ensemble. Son père apportait une mauvaise humeur.
Cory a apporté un drame générationnel. Et Chinley a offert un soulagement comique. Mais Rick, c'était l'homme d'affaires, le décideur, l'autorité. Derrière le comptoir, il était sympathique et patient. Dans les coulisses, selon d'anciens employés et associés, Rick était tout sauf décontracté. Au fur et à mesure que le programme grandissait, la marque grandissait également. Le Gold and Silver Pawn Shop est devenu un monument de Las Vegas. Les bus touristiques se sont arrêtés devant. Les touristes faisaient la queue pendant des heures, attendant de voir Rick ou d'obtenir un personnage dédicacé. Les marchandises s'envolaient des étagères, t-shirts, chapeaux, tasses, répliques des enseignes des magasins. Rick a lancé d'autres activités, restaurants, partenariats de marques, tournées de conférences et même apparitions politiques. Il est devenu le porte-parole du capitalisme, du travail acharné et du succès autogénéré. Mais les empires se développent rarement sans dommages collatéraux. Au fil des années, des procès ont commencé à surgir. Un ancien producteur poursuivi pour congédiement injustifié. Une réclamation pour droit d'auteur a été soulevée concernant le concept de l'émission. Un vendeur a allégué qu'il était exclu des bénéfices sur les marchandises. Le plus révélateur peut-être est que plusieurs employés de longue date sont repartis avec des mots amers. Certains ont décrit un environnement toxique. D'autres ont affirmé que Rick était beaucoup plus contrôlant que ne le suggérait sa personnalité à l'écran. Il y avait des rumeurs de comptabilité douteuse, de transactions clandestines et de manipulation en coulisses des valorisations de l'émission. Pourtant, aucun de ces problèmes n'était suffisamment grave pour faire dérailler le poids lourd qui Étoile des Ponts était devenu. Pour la plupart des fans, Rick était toujours l'homme direct derrière le comptoir en verre, toujours prêt à proposer un prix bas avec le sourire et un « laissez-moi appeler un expert ». Mais au fil des années, les choses ont commencé à changer. En 2018, Rick a perdu son père, le vieil homme. Bien que l'émission ait rendu hommage, des sources internes ont affirmé que la perte avait changé Rick. Son attitude est devenue plus agressive, plus réservée. À peu près au même moment, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Rick avait discrètement consolidé le contrôle de l'entreprise familiale, prenant des participations à d'autres parents, excluant certains membres de la famille de son testament et réorganisant la structure de sa succession. Plusieurs sociétés de fiducie et sociétés écrans enregistrées au Nevada et au Delaware. Il a également commencé à prendre ses distances avec sa co-star Chinley, le comique de la série, qui a été arrêté en 2016 pour trafic de drogue et d'armes à la suite d'une descente de police. Bien que Rick ait publié une déclaration soigneusement formulée, il a largement reculé dans la défense de sa co-star. Le fils de Rick, Corey, a commencé à apparaître de moins en moins dans le matériel promotionnel. De plus en plus, Rick se positionne comme la marque, l'entreprise et l'autorité derrière tout cela. Puis vint la tempête silencieuse. Début 2023, des rumeurs en ligne, des fiches de discussion anonymes sur Reddit, des fuites de transcriptions judiciaires et des tweets énigmatiques d'anciens employés ont commencé à circuler, suggérant que l'empire de Rick cachait des secrets plus sombres. Rien n'a retenu l'attention du grand public à l'époque, mais les rumeurs persistaient, comptes offshore cachés, fraude à l'assurance et liens avec d'autres affaires très médiatisées sous surveillance fédérale. Ces rumeurs auraient pu disparaître d'elles-mêmes, jusqu'à ce que le nom de Frank Fritz refait surface. Rick et Frank n'avaient jamais travaillé ensemble publiquement, mais les professionnels du monde des antiquités savaient le contraire. Leurs chemins se sont souvent croisés, expositions à Las Vegas, rencontres d'échanges dans l'Iowa. Les courses d'antiquités dans le Midwest avaient plus en commun que les fans ne l'imaginaient. En fait, certaines sources internes affirment que Rick et Frank avaient tenté de lancer une application commune d'authentification des antiquités en 2000. Bien que le projet ait échoué suite à un désaccord financier, les deux ne s'étaient pas parlé publiquement depuis des années, mais leur lien était apparemment resté silencieux. Ainsi, lorsqu'une police d'assurance a fait surface montrant que Rick Harrison était le seul bénéficiaire d'une assurance vie souscrite au nom de Frank Fritz quelques mois seulement avant son décès, les enquêteurs fédéraux ont compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une étrange coïncidence. Ils étudiaient un éventuel complot financier impliquant des fiducies, des signatures numériques et des transactions en coulisses. Dans le cadre de l'enquête, les agents ont découvert plusieurs SARL liées aux entreprises de Rick, dont certaines étaient utilisées pour acheter des propriétés et d'autres pour gérer des accords de licence de marque. L'une de ces SARL était liée à la fiducie qui payait la prime de la police d'assurance vie de Frank. Aucune connexion publique n'a été établie au moment du décès de Frank, et il n'y a aucune preuve que Rick ait divulgué cette relation financière aux autorités. Interrogé sur l'enquête lors d'une brève rencontre avec les médias, Rick aurait répondu avec dédain
la qualifiant de simplement une autre tentative de profiter d'une tragédie. Mais à huis clos, des sources affirment qu'il a engagé un avocat de la défense de premier plan le lendemain de l'annonce de la nouvelle. Peut-être encore plus accablant, 3 semaines seulement avant l'urgence médicale de Frank, Rick a liquidé une partie de son portefeuille d'investissement privé en retirant plus de 600 000 $ d'une échelle d'obligations à long terme et en le transférant vers un portefeuille numérique intraçable. Les enquêteurs pensent que cela pourrait être lié au processus de paiement de la police d'assurance, bien que l'équipe juridique de Rick ait nié toutes les allégations et cité des activités commerciales courantes. À ce stade, la perception du public à l'égard de Rick Harrison a commencé à se fracturer. Certains fans se sont accrochés à l'image de l'adorable patriarche du prêteur sur gage. D'autres ont commencé à creuser plus profondément, soulignant chaque commentaire occasionnel, chaque moment à l'écran qui, rétrospectivement, semblait désormais plus sombre. Les fils de discussion Reddit sont devenus des terriers de complot. Les youtubeurs ont mis en ligne des exposés disséquant le langage corporel, les documents d'investissement et les clauses contractuelles. Tout dressait un tableau inquiétant. Que Rick Harrison soit coupable ou non d'être impliqué dans la mort de Frank Fritz, une chose est claire, son empire n'est plus intouchable, et le mythe de l'homme ordinaire qui a construit son royaume à partir de rien a été remplacé par un récit d'avidité cachée, de manipulation et de trahison possible. À Las Vegas, le Gold and Silver Pawn Shop fonctionne toujours. Les touristes font toujours la queue pour prendre des photos. La marchandise est toujours vendue. Mais il y a désormais de la tension dans l'air. Il y a moins de sourires. Derrière les comptoirs, certains employés murmurent des citations à comparaître, des audits et des surveillances. Il ne s'agit pas seulement d'une police d'assurance vie, c'est une question de pouvoir et de réputation. Et si l'homme que l'Amérique pensait connaître est capable de franchir une ligne qui ne pourra jamais être défait, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais c'est ce qu'il a ressenti. À une certaine époque, Frank Fritz était une icône discrète de la télévision américaine, surtout connu pour son rire chaleureux, sa profonde affection pour les vieilles motos et sa capacité canine à repérer un trésor dans un tas de rouille. Le lendemain, il était parti. Non pas à partir des souvenirs de ceux qui l'ont vu pendant des années, mais à partir du monde physique dans son intégralité. Réduit au silence, sans avertissement, et dans des circonstances qui soulèvent désormais plus que jamais de questions. Les derniers mois de Frank ont été marqués par l'isolement et le rétablissement, mais aussi par des indices subtils indiquant que quelque chose n'allait terriblement pas. Ses proches ont remarqué un changement. Il était plus calme, plus paranoïaque. Il se méfiait de son entourage. Certains l'attribuaient à ses problèmes de santé. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Mais personne n'avait prévu ce qui allait suivre, ni que ces derniers jours seraient au centre de l'une des enquêtes fédérales les plus déroutantes de l'histoire de la télé-réalité. À l'automne 2023, Frank n'était plus à l'antenne depuis près de 3 ans. Après son départ public de Cueilleurs américains fake, il était revenu dans l'Iowa, où il menait une vie privée entourée d'antiquités, de vieux camions et de quelques amis fidèles restés à ses côtés malgré la tempête médiatique qui a suivi son départ. Il n'était plus le visage souriant de la télévision par câble. Mais il n'était pas brisé non plus. En fait, selon la plupart des témoignages, il guérissait enfin. Physiquement, Frank avait enduré beaucoup de choses. En 2020, il a subi une importante opération au dos, suivie d'une thérapie physique qui l'a rendu dépendant des aides à la mobilité pendant plusieurs mois. Il luttait également contre la maladie de Crohn, une maladie avec laquelle il vivait depuis des années. Son apparence avait changé. Il était plus mince, plus lent et plus retenu dans ses mouvements. Mais selon ses amis et son entourage, il faisait des progrès lents mais sûrs. Frank se remettait sur pied et peut-être plus important encore, il avait trouvé un nouveau but. Fin 2023, Frank a commencé à travailler sur un projet personnel, une sorte de mémoire. Non seulement à propos de son séjour à Cueilleurs américains fake, mais sur la réalité en coulisses de ce qu'était la vie sous les projecteurs des antiquités. Des amis l'ont décrit comme cathartique, une chance pour Frank de enfin raconter son histoire à sa manière. Il avait embauché un nègre, commencé à rédiger des chapitres et était temps pour parler avec un petit éditeur à Chicago, ce qui a permis à ce livre de se démarquer. Cependant, ce n'était pas seulement la nostalgie, c'étaient les révélations. Frank, selon toutes les indications, était prêt à citer des noms. Il voulait parler de l'argent qu'il estimait devoir, des trahisons qui ont conduit à son départ de la série, des producteurs qui ont fait pression sur lui pour qu'il signe des accords de confidentialité, de la tension entre lui et Mike Wolff. Et oui, même des transactions financières dont Rick Harrison était peut-être au courant ou non. J'étais excité,
a déclaré un ami qui a demandé à ne pas être identifié. C'était la première fois depuis des années que je le voyais parler de l'avenir avec espoir. Il n'était plus amer. Il était prêt à passer à autre chose, mais il voulait aussi que la vérité éclate, non pas par vengeance, mais parce qu'il sentait que les gens avaient besoin de l'entendre. Et puis, comme sorti de nulle part, tout s'est arrêté. Le 14 juillet 2024, Frank a été retrouvé inconscient dans sa maison de Davenport par un voisin venu le voir après avoir manqué un déjeuner. Les secours sont arrivés rapidement et l'ont emmené dans un hôpital voisin. On lui a diagnostiqué un accident vasculaire cérébral et il a été placé en soins intensifs, mais en quelques jours, son état s'est détérioré. Il est tombé dans le coma et n'a jamais repris conscience. Le rapport officiel fait état de complications liées à l'accident vasculaire cérébral. La première autopsie a révélé une hémorragie grave au cerveau. Compte tenu des antécédents médicaux de Frank, la plupart ont accepté cette conclusion sans aucun doute, mais certaines anomalies ont rapidement commencé à apparaître et étaient difficiles à ignorer. Pour commencer, Frank prenait régulièrement des médicaments anticoagulants depuis des années. Son dosage a été soigneusement surveillé. Cependant, les rapports toxicologiques ont montré des niveaux dans son système plus de 3 fois supérieurs à ce qui serait considéré comme thérapeutique suffisamment pour décupler le risque d'hémorragie interne. L'augmentation n'était pas expliquée par ces dossiers de prescription. Il n'y a eu aucune erreur à la pharmacie ni aucun signe de surmédication. C'était comme si quelqu'un avait délibérément modifié le dosage ou altéré son approvisionnement. Deuxièmement, les circonstances de la découverte de son corps ont suscité des soupçons. La porte était verrouillée. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Mais des images de surveillance d'un dépanneur voisin ont capturé une silhouette non identifiée marchant vers le domicile de Frank à 2h14 du matin la nuit précédant sa découverte. L'individu n'est plus jamais réapparu sur les images. Aucun visage n'a été identifié. Bien que l'horodatage corresponde à la période générale de détérioration de Frank, aucun autre indice n'est apparu. Puis est venu l'indice le plus troublant, un message vocal laissé sur le téléphone d'un ami de toujours, enregistré 5 jours seulement avant l'hospitalisation de Frank. Dans ce document, la voix de Frank est tendue, peut-être haletante, mais les mots sont indubitables. Si quelque chose m'arrive, regarde Rick. Ne fais pas confiance au costume. Ne fais confiance à personne d'autre que Rick. Il sait. C'était effrayant. Frank n'avait jamais publiquement suggéré une querelle avec Rick Harrison. En fait, la plupart des fans pensaient qu'ils n'étaient même pas proches. Mais au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, les autorités ont commencé à relier des fils qui étaient invisibles au public ou des dossiers commerciaux, des transferts financiers, une police d'assurance vie discrètement ouverte qui nommait Rick Harrison comme principal bénéficiaire, activée quelques mois seulement avant la mort de Frank. À ce moment-là, les enquêteurs avaient des raisons de croire que Frank aurait pu soupçonner quelque chose qu'il aurait pu craindre que quelque chose n'arrive. Si cette peur était basée sur la paranoïa ou sur la réalité, il ne pouvait pas encore le dire, mais il ne l'ignorait pas. Un détail qui a retenu l'attention, Frank s'était confié à son avocat quelques semaines seulement avant sa mort, exprimant son inquiétude quant au fait que quelqu'un tentait d'accéder à ses dossiers financiers. Il avait demandé une révision de son testament, mais les documents n'ont jamais été finalisés. L'avocat a rapporté que Frank avait semblé lucide, déterminé, voire anxieux lors de la réunion. Il a dit qu'il était surveillé, a raconté plus tard l'avocat, que les personnes en qui il avait confiance n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être. Pour certains, tout cela ressemblait aux divagations d'un homme épuisé par la maladie et des années de conflit. Mais pour d'autres, notamment les enquêteurs qui suivent actuellement la piste de l'argent, cela suggère autre chose, un schéma, un montage, un mobile. La disparition soudaine de l'ordinateur portable et du téléphone de Frank a encore compliqué les choses. Aucun des deux n'a été retrouvé chez lui. La police a noté qu'il n'y avait aucun signe de vol, mais ces deux objets, contenant probablement tous deux des brouillons de ses prochains mémoires, manquaient. Effacés du récit, comme Frank lui-même. Ses proches ont refusé de garder le silence. Je me fiche de ce qu'ils disent, a partagé un ami proche. Frank s'améliorait. Il franchissait un cap, il planifiait à l'avance. Écrire ce livre était sa façon de tourner la page. Non seulement il est tombé mort d'un accident vasculaire cérébral, mais quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose qu'ils ne veulent pas que le monde sache. Et c'est le sentiment qui résonne désormais chez des millions de fans et des dizaines d'enquêteurs en ligne qui ont fait de cette affaire un mystère viral. Ils examinent les images, analysent les chronologies, disséquant chaque mot que Rick Harrison a dit et ce que Frank n'a pas dit et ce qu'il découvre ne fait qu'alimenter le feu.
Le déclin soudain de Frank a peut-être commencé par un accident vasculaire cérébral, mais plus il s'enfonce, moins tout cela semble accidentel. Il y a trop de questions sans réponse, trop de disparitions opportunes et trop d'acteurs silencieux qui profitent de leur absence. Frank Fritz n'a pas simplement disparu. Il a disparu sous une ombre. Et jusqu'à ce que cette ombre se dissipe, les gens qui tenaient à lui continueront de se demander, qu'est-il réellement arrivé à Frank ? La première véritable rupture dans le récit officiel n'est pas venue d'un lanceur d'alerte, ni même d'une fuite des forces de l'ordre. Cela venait d'une paperasse, d'une documentation froide et sans émotion, d'un seul nom enfoui sous des paragraphes de jargon juridique. Et ce nom était Rick Harrison. C'est un expert en sinistre d'une société d'assurance de taille moyenne basée à Des Moines qui a fait la première découverte. Il ne cherchait pas le scandale. Il n'essayait pas de découvrir un crime. Il faisait simplement son travail, examiner les réclamations de grande valeur à la recherche de signaux d'alarme et d'incohérence. Ce qu'il a découvert lui a donné des frissons, une police d'assurance vie de plusieurs millions de dollars souscrite au nom de Frank Fritz, qui désignait Rick Harrison comme unique bénéficiaire. La police avait été activée moins de 6 mois avant le décès de Frank. L'expert en sinistre a fait ce pourquoi elle avait été formée, elle a appelé pour faire remonter la situation. En moins de 72 heures, un audit interne silencieux a commencé. La politique était attribuée à une chaîne inhabituelle de transactions. Les primes substantielles avaient été payées par l'intermédiaire d'une fiducie basée au Nevada, elle-même contrôlée par une société à responsabilité limitée. Et cette LLC a été enregistrée par un associé de Rick Harrison, un homme qui, jusqu'à récemment, travaillait comme conseiller financier pour plusieurs personnalités de la télévision et sociétés de production de la région de Las Vegas. Plus il regardait, plus cela devenait étrange. Le nom de Frank figurait sur la police en tant qu'assuré et signataire, mais il n'y avait aucun email, numéro de téléphone ou conseiller juridique enregistré de son côté de la transaction. Plus curieux encore, la police avait été achetée en ligne via une plateforme de signature numérique. Et bien que la signature corresponde au fichier précédent de Frank datant d'il y a des années, les experts en documentation médico-légale ont trouvé de subtiles irrégularités ou espacements, pressions et incohérences dans l'horodatage numérique qui suggéraient qu'il aurait pu être cloné ou manipulé. Pourtant, les soupçons à eux seuls ne constituent pas une preuve. Pendant des semaines, la compagnie d'assurance s'est abstenue de divulguer publiquement des informations. Ils ont discrètement contacté l'avocat de la succession de Frank, qui a été stupéfait. Pour autant qu'il sache, Frank n'avait pas une telle politique. Cela n'était pas mentionné dans le testament. Il n'y avait aucune référence dans les dossiers financiers de Frank. Et personne dans la famille immédiate de Frank n'avait été informé de son existence. C'était plus qu'un drapeau rouge, c'était une enseigne au néon affichant le mot « fraude ». Lorsque l'avocat a informé l'exécuteur testamentaire de la succession de Frank, l'affaire a été confiée au commissaire aux assurances de l'Iowa, qui a à son tour transmis les détails aux autorités fédérales. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire tombe entre les mains de la division des crimes en col blanc du FBI, plus précisément d'une sous-unité chargée d'enquêter sur les morts suspectes liées à la fraude financière. Désormais, ce qui était autrefois considéré comme un accident vasculaire cérébral malheureux a été reclassé comme un éventuel acte prémédité. Au centre de tout, Rick Harrison. Les enquêteurs ont commencé à remonter les fils financiers. La LLC qui a financé la politique avait déjà payé des honoraires de consultation à 2 des sociétés de Rick. L'une de ces sociétés était liée à un accord de licence concernant la marchandise Ponstar. Le sentier était long, sinueux et délibéré construit pour se cacher. Mais même les empreintes les plus soigneusement cachées laissent des traces, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Au fur et à mesure que le FBI progressait, plusieurs faits curieux commencèrent à s'accumuler. Premièrement, le comportement financier de Rick avait radicalement changé au cours des mois précédant la mort de Frank. Alors que leurs entreprises continuaient de prospérer en apparence, les dossiers montraient une série de retraits et de réinvestissements rapides totalisant plus de 21 millions de dollars. Certains d'entre eux ont été acheminés via des comptes internationaux. D'autres ont été convertis en crypto-monnaie. Une transaction a mis en évidence le transfert de 250 000 dollars sur un compte aux îles Caïmans, 4 jours seulement après l'émission de la police d'assurance vie. Deuxièmement, il y avait la question de l'intention. L'assurance vie est un produit financier légitime. Les amis souscrivent parfois des polices les uns pour les autres, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux. Mais Rick et Frank ne s'étaient pas parlé depuis plus d'1 an, et il n'existait aucune preuve documentée d'un partenariat continu, d'investissement partagé ou d'accord de dépendance qui justifierait que Rick soit nommé bénéficiaire de la police.
Et puis est arrivé le moment qui a tout changé. Une source anonyme, vérifiée plus tard comme étant un ancien employé de la société de gestion d'entreprise de Rick Harrison, a contacté les enquêteurs et fourni des courriels internes. L'un d'eux, daté de 3 semaines avant l'activation de la politique, contenait le message suivant, soi-disant écrit par Rick lui-même. Assurez-vous que c'est signé.